Bonsoir les crépinotes, pour bien terminer cette année 2024, je vous ai prévu 3 histoires. Voici la première. Il paraît que certains bijoux sont maudits, que certaines familles riches sont maudites, certaines œuvres également. Mais connaissez-vous la loterie maudite ? On peut être d'accord qu'a priori gagner à la loterie, c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais les gagnants de cette loterie connaissent des sorts finalement assez peu enviables. C'est parfois après des années à espérer qu'enfin on découvre qu'on a les bons numéros. Et parfois bien plus rapidement, façon chance des débutants. Je vais vous raconter l'histoire de Julia, la dernière gagnante de cette loterie. Julia a 23 ans, elle est issue d'un milieu très peu aisé. Ses parents ont toujours peiné à joindre les deux bouts. Et ce fut encore pire après le décès de son père. Malgré tout, elle a été une bonne élève et a toujours essayé de faire son possible pour améliorer son quotidien et son avenir. Également très complexée par son physique peu conventionnel et qu'elle jugeait pas assez esthétique pour correspondre aux normes actuelles. Julia avait pris l'habitude de prendre un ticket de loterie tous les vendredis soirs lorsqu'elle faisait ses courses dans la supérette de son quartier. Jusqu'au jour où, en discutant avec John, le livreur de la supérette, elle a appris qu'une rumeur courait sur cette loterie. Elle serait maudite. John lui raconta l'histoire d'un vieux monsieur, âgé de 79 ans, qui serait décédé quelques jours après avoir gagné. « La belle affaire, lui dit-elle. À son âge, cela aurait pu arriver à n'importe quel moment. » Et elle balaya ainsi la superstition de John. La voyant peu convaincue, il entreprit de lui raconter l'histoire du dernier gagnant, qui aurait gagné 45 millions, en aurait donné plus de 10 à sa famille, qui malgré tout a fini par lui tourner le dos. Au fil des mois, il aurait perdu toute sa fortune, jusqu'à se retrouver à la rue. Là encore, Julia lui répondit que la gestion d'une telle fortune n'est pas donnée à tout le monde, et que bien sûr il faut faire attention à être bien conseillé par les bonnes personnes. Que si elle gagnait, elle n'irait pas le gaspiller à tout va, et que tout ce qu'elle voulait, c'était pouvoir régler son petit problème la complexant terriblement. Juste une petite opération bénigne et fréquente, que le reste de ses fonds serait employé petit à petit et à bon escient. John lui raconta alors que, à sa connaissance, aucun des gagnants n'avait réellement pu profiter de ses gains, et que quelque part, c'était peut-être une histoire de karma. Pourquoi telle personne, du jour au lendemain, pourrait recevoir une telle somme et pas toutes les autres? Qui pourrait bien s'en sortir avec cette loterie? Julia, avec un grand sourire, lui dit « Eh bien, si un jour j'ai la chance de gagner, je serai la première. » 3 mois après cette conversation, un vendredi soir, semblable à tous les autres, Julia acheta son ticket de loterie. Le ticket qui allait changer sa vie. C'est comme si elle l'avait senti. Un frisson la parcourut au moment de prendre le ticket dans sa main. Et oui, elle avait gagné plusieurs millions. Julia fit ce qu'elle avait toujours imaginé. Elle garda la majorité de l'argent et chercha le meilleur chirurgien de la région. Malheureusement pour elle, il y eut un petit souci lors de son opération bénigne et Julia ne se réveilla jamais. Je sais pas si vous jouez à la loterie, moi c'est pas trop mon truc et je pense que ça va pas changer. Voici maintenant l'histoire que nous raconte Carrie. Toute mon histoire commence par un simple colis déposé dans la boîte aux lettres de notre maison, quand j'avais 11 ou 12 ans. Nous habitions dans un petit quartier résidentiel récemment créé vers l'extérieur de notre petite ville. C'est moi qui avais récupéré le paquet et comme il n'y avait rien marqué dessus, je l'avais ouvert. C'était une cassette vidéo. Vu que je n'avais pas école, j'ai demandé si je pouvais regarder ce que c'était. Mon père était déjà parti au travail et ma mère a accepté, puis est venue regarder avec moi au cas où ce ne serait pas de mon âge. Les premières secondes, on a pensé que c'était une erreur, une cassette vierge, vu qu'il n'y avait que de la neige sur l'écran. Ah oui, avant les enregistrements numériques et les DVD, les vidéos étaient sur des cassettes. Et s'il n'y avait aucun enregistrement dessus, à l'écran, on pouvait voir une espèce de neige grise et blanche. Bref, pour en revenir à mon histoire, les premières secondes, on ne voyait rien. Puis, une vue de notre quartier, rue après rue.
Cela ressemblait à une vidéo de présentation pour vendre des maisons. C'était plutôt bizarre vu qu'il n'y avait aucune maison en vente et que pratiquement tous les habitants s'étaient installés au cours des 2 dernières années. Ma mère a trouvé ça curieux, mais après tout, il y avait peut-être un projet d'agrandissement du quartier ou quelque chose comme ça. Elle est sortie la vidéo et l'a rangée dans un coin. 2 jours après, comme tous les matins, je vais voir s'il y a du courrier et je trouve un nouveau paquet. C'est encore une cassette. Cette fois, je ne demande même pas la permission et je l'insère dans le magnétoscope. Comme la première, cela commence par de la neige, puis cette fois c'est notre rue. Juste notre rue et notre maison. La vidéo se finit par un plan fixe d'au moins 5 minutes sur la façade de notre maison. Je me souviens de la réaction de ma mère quand elle est rentrée dans le salon et qu'elle a vu notre maison à la télévision. Elle a été très surprise et a tout de suite demandé ce que c'était. Je lui ai dit que j'avais trouvé une autre cassette dans la boîte aux lettres, ce qui l'a inquiétée un peu plus. Le soir même, elle demandait à mon père de faire quelque chose, que c'était bizarre que quelqu'un vienne filmer notre maison. Surtout qu'à l'époque, ce n'était pas aussi courant qu'aujourd'hui d'avoir des caméras. Le lendemain, il installait une caméra à l'extérieur. Mais il y avait déjà une autre cassette dans la boîte aux lettres. Et sur celle-là, on voyait carrément l'intérieur de notre jardin. Ça commençait comme l'autre fois par notre rue, puis notre maison, la façade, et carrément l'intérieur de notre jardin. Mon père rassura ma mère, lui disant que si ça recommençait, il n'aurait qu'à regarder notre vidéo de surveillance pour savoir qui était derrière ça. Mais 2 jours après, une nouvelle vidéo. Encore notre jardin, et cette fois la caméra se rapprochait lentement des fenêtres du salon, jusqu'à montrer l'intérieur avec nous dedans. Aussitôt, mon père alla voir ce que notre caméra avait enregistré. Mais rien. On ne voyait rien. Tout avait l'air calme et tranquille comme d'habitude. Pas de vidéaste amateur, pas de silhouette, absolument rien. Par précaution, mon père a ajouté un verrou sur la porte d'entrée, mais sans réel résultat. Le lendemain, on recevait une autre vidéo, bien plus inquiétante, en tout cas pour moi. On voyait d'abord le quartier, puis notre rue, un animal mort déposé devant notre portillon, notre jardin, puis moi, en train de dormir profondément. Au moins 15 minutes de vidéo sur laquelle on me voyait dormir tranquillement. J'étais très perturbée par ça, partagée entre l'idée que finalement il ne m'était rien arrivé, que je n'étais pas blessée ou quoi que ce soit d'autre, et l'idée qu'un inconnu avait pu entrer si facilement dans ma chambre. Et pourquoi? Qu'est-ce qui... ou elle voulait après tout? Pourquoi faire ces vidéos? Qu'est-ce que ça voulait dire? Et pourquoi cet animal mort déposé juste devant notre portillon? Mon père est allé porter plainte, mais ça n'a rien donné. 2 jours après, on recevait encore une vidéo. Cette fois, c'était mes parents en train de dormir. Je crois que ça a été la goutte d'eau pour ma mère. Le jour même, on est parti chez mes grands-parents, et comme rien ne bougeait, ni avec la police, ni avec nos caméras de surveillance, ni avec des verrous supplémentaires, mes parents ont simplement décidé de mettre la maison en vente, sans chercher à en savoir plus, vu que tout ce qu'ils avaient essayé n'avait rien donné. Et voilà. Bon, c'est quand même un peu dommage de devoir déménager pour ça, mais en même temps, je ne serais pas tranquille non plus à leur place. Voici maintenant notre dernière histoire, qui concerne plus particulièrement la fin de l'année. Voici ce que Sarah nous écrit. Je voulais juste du changement, quelque chose de différent pour terminer l'année. Alors pour cette partie, on peut dire que j'ai réussi. C'était vraiment différent, mais peut-être un peu. C'était vraiment différent, peut-être un peu trop. Je voulais du dépaysement. Il faut savoir que j'ai toujours été une fille plutôt discrète, disons même réservée, un peu trop selon mes amis. Cela m'a conduit vers une vie calme et casanière, à la limite de l'ennui. Qu'est-ce que je dis, pas à la limite? Une vie tranquille, oui, mais terriblement ennuyeuse. Et cette année a vraiment été pourrie. Mon côté à être réticente de toute nouveauté et effrayée par le moindre changement m'a coûté non seulement mon couple, mais aussi la promotion que j'espérais depuis plus d'1 an. Elle m'est passée sous le nez, et cerise sur le gâteau, celle qu'il a eue, et qui pourtant faisait vraiment pas un meilleur taf que moi, est également la nouvelle de mon ex.
Ah oui, puis mon proprio qui, au passage, a augmenté le loyer et m'a donné mon préavis car il va vendre l'appartement et que je suis trop présente pour effectuer des visites correctement, et d'autres arguments aussi nuls les uns que les autres. On va dire que tout ça m'a mis une claque. En plus, tous ces produits en enchaînement entre fin novembre et début décembre. De quoi finir l'année sur une note positive. C'est donc un peu tout ça qui m'a donné envie de finir différemment pour débuter autrement. Poussée par mes amis, je me suis décidée à faire un voyage vers un pays où il ferait chaud et où le dépaysement et l'exotisme me feraient oublier cette année de merde et où je pourrais me lancer des défis pour évoluer vers une nouvelle façon de mener ma vie et arrêter d'avoir peur d'à peu près tout. J'ai donc réservé mes billets en cherchant une destination disponible et pas trop chère pour passer le réveillon d'une façon inattendue et inhabituelle. J'ai fait ma valise dans la foulée et le 29 au soir, j'embarquai pour mes vacances avec l'espoir d'un avenir chamboulé dans le bon sens. Et après tout, si je n'arrivais pas à m'affronter à moi-même et à mes angoisses, ça me ferait quand même un joli voyage et de bons souvenirs. À peine atterri que j'ai commencé à mettre mes bonnes résolutions en avant et j'ai directement essayé quelque chose de nouveau. À la sortie de l'aéroport, il y avait un petit vendeur ambulant proposant toute une variété de fruits exotiques. J'en ai acheté plusieurs que j'ai goûtés. Ils n'étaient pas tous à mon goût, mais la plupart possédaient des saveurs nouvelles venues titiller mes papilles, et j'ai adoré ça. C'était la première fois que je sortais de ma zone de confort, et c'était satisfaisant. Enthousiasmé par cette première expérience, je n'avais plus qu'une idée, continuer. Quelle allait être ma prochaine découverte? C'était décidé. J'allais goûter absolument tout ce que les habitants avaient l'habitude de consommer. Je voulais goûter un maximum de plats typiques. Et je me suis même découvert une passion pour la cuisine exotique. Plus rien ne m'effrayait. Pas même les insectes grillés, les larves ou les lézards. J'avais l'impression que mes papilles s'éveillaient enfin à la vie. Rien ne m'arrêterait. Je me suis mise en quête de produits locaux, m'éloignant des circuits touristiques classiques. Je voulais une expérience immersive, inclusive. Je voulais voir, essayer, même ce que les gens du coin voyaient rarement. Vous voyez, les trucs seulement pour les initiés, les habitués. Et j'ai appris qu'il existait un petit marché proposant uniquement des produits typiques destinés aux habitants pour fêter l'arrivée de la nouvelle année. J'ai donc débarqué dans ce lieu inhabituel et totalement envoûtant, tant d'odeurs, de couleurs et de saveurs qui s'offraient à moi. Mes yeux ne savaient plus où regarder, mais ils ont été attirés par un petit stand légèrement à l'écart, tenu par une vieille dame. Cette cuisinière faisait des choses étranges, j'ai envie de dire, de petites fritures et des beignets aux formes variées et inidentifiables. Elle m'a dit que ce n'était pas pour les Occidentaux. Les touristes ne sont pas prêts pour ce genre de saveurs. C'est destiné à un public précis, confidentiel. Je lui ai dit que justement, je cherchais à me dépasser. Elle n'était toujours pas convaincue. Je lui ai donc raconté toute ma vie, dans l'espoir qu'elle daigne me vendre quelques-unes de ses fritures au parfum envoûtant. Elle a finalement accepté à la condition que je ne demande pas ce que je mangeais. J'ai trouvé ça un peu curieux, mais j'ai acquiescé. Elle m'a présenté une assiette avec une dizaine de trucs frits. Ma première bouchée m'a mis l'eau à la bouche. On aurait dit une sorte de fruit exotique, à la fois très sucré et acide, croustillant et fondant. La seconde était plus déroutante. En fait, j'aurais du mal à dire si c'était salé ou sucré. Les deux suivantes semblaient être à base d'insectes. Un peu bizarre, mais plutôt bon. La cinquième était clairement salée, à base d'une viande que je n'avais jamais goûtée. Une saveur étrange qui m'a déstabilisée. Et la sixième m'a juste mis la bouche en feu. J'ai regardé la dame qui a souri et m'a proposé une mixture à boire pour apaiser mes papilles. Après une seconde d'hésitation, j'ai avalé d'une traite son mélange, un peu pâteux et au goût douteux, mais terriblement efficace. Ma bouche étant revenue à un état normal, j'ai dégusté les derniers beignets. Avant de manger le dernier, j'ai eu une sensation d'ivresse que je ne comprenais pas. J'ai demandé si la mixture à boire était alcoolisée, mais elle a juste souri et mis son doigt sur sa bouche dans un signe me rappelant la règle de ne pas demander ce que j'ai mangé. Apparemment, c'était également valable pour ce que j'avais bu.
J'ai alors croqué dans le dernier mets et j'ai été prise de malaise en voyant ce que je tenais dans ma main. Je me suis ressaisie, me disant que c'était sûrement une erreur, que je ne comprenais pas vraiment ce que je voyais. Mais quand même, ça ressemblait énormément à un doigt. J'ai reposé l'assiette et vu le regard et surtout le sourire malaisant qu'affichait fièrement la vieille dame. J'ai tourné les talons et me suis éloignée de son stand, perplexe et déboussolée. Puis m'est revenue en mémoire les paroles d'une amie, suite à un article parlant d'une personne qui avait vendu des tartes à base de viande humaine et surtout des beignets qui avaient eu beaucoup de succès et fait aussi beaucoup de victimes, jusqu'à ce que soit découvert l'origine de la viande. Et elle m'avait dit « C'est fou tout ce qu'on peut faire avaler aux gens à partir du moment où c'est frit ». J'ai commencé à avoir trouble et à me sentir vraiment très mal. J'ai voulu retourner à son stand pour savoir ce que j'avais vraiment mangé, mais il n'y avait personne. J'ai essayé de demander où était passée la dame qui s'était installée là, mais je n'ai eu aucune réponse. Me sentant de plus en plus mal, j'ai fini par m'évanouir. Je me suis réveillée à l'ombre d'un arbre avec un petit mot m'indiquant que je n'aurais jamais dû goûter ce qui ne m'était pas destiné et que je risquais d'être maudite à moins que... Et il n'y avait plus rien, aucune solution. Donc pour débuter cette année, finalement je me retrouve à avoir mangé ce que personne ne souhaiterait avaler et apparemment à être maudite. J'espère au moins que mon expérience pourra servir d'avertissement.